Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Astronome. Dans l'inconscient collectif, quand on parle de comètes ou d'astéroïdes, on pense généralement à ça, ou à ça, ou à ça aussi. Ce qui ressort le plus dans l'imaginaire collectif, c'est une collision entre la Terre et une comète, et la catastrophe que cela pourrait amener. Seulement, on pourrait se dire que aujourd'hui, un impact entre une comète et la Terre, par exemple, ça relève plus de la science-fiction qu'autre chose. Et pourtant, en 1994, le grand public a découvert ce que « impact » voulait dire. Aujourd'hui, nous allons parler de la célèbre comète Shoemaker-Levy 9 et de son funeste destin. Je précise aussi que la semaine prochaine, donc dans une future vidéo, nous allons parler des problèmes liés aux impacts d'objets célestes auprès du grand public. Et pour ceux qui aiment me voir gueuler, vous allez être contents, parce que je vais gueuler. Gentiment, hein, mais je vais gueuler quand même. Commençons évidemment par un peu de contexte. Nous suivons Caroline et Eugène Shoemaker, un couple d'astronomes réputés pour leurs nombreuses découvertes de comètes avec un autre astronome, David Levy. Maintenant, parlons de Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. C'est aussi la plus massive, et vu le nombre conséquent de comètes et d'astéroïdes dans le système solaire, vu que tout est régi par la gravité, la géante gazeuse devrait en théorie attirer les gros morceaux afin qu'ils ne puissent pas rentrer dans le système solaire intérieur, c'est-à-dire les 4 planètes telluriques, dont la Terre. En gros, Jupiter ferait office de planète protectrice parce que la plupart des comètes ou des objets de ce type viennent du système solaire lointain, comme la ceinture de Kuiper. Donc l'idée que Jupiter capture des objets dans son champ gravitationnel, mathématiquement c'est tout à fait possible. C'est même logique. Le problème, c'est que dans les années 90, par exemple, nous n'avons aucune observation concrète de ce genre de capture d'objets. Prenons par exemple une comète. Imaginons que cette comète soit attirée vers Jupiter. Là, nous avons 2 possibilités. La première, c'est que Jupiter dévie la trajectoire de la comète pour lui donner une grande vitesse afin de la catapulter et de l'éjecter totalement vers le système solaire lointain. La seconde possibilité, c'est que la comète passe tellement près de Jupiter qu'elle ne peut plus s'éloigner de la planète. Et là, nous avons 2 situations. La première, c'est que Jupiter capture la comète pour qu'elle reste dans son champ gravitationnel. Et la deuxième, c'est la comète qui entre directement en collision avec la planète. Revenons maintenant à nos astronomes. En 1993, le couple Shoemaker et David Levy, avec l'aide de Philippe Benjoya, un étudiant français, mène un programme d'observation à l'observatoire du mont Palomar, situé en Californie. Ce programme a pour objectif d'observer et de découvrir des objets dits géocroiseurs. Un géocroiseur est un corps du système solaire qui n'est ni une planète ni une lune et qui croise l'orbite de la Terre dans son orbite autour du Soleil. Les géocroiseurs sont la principale menace d'une collision avec la Terre et sont majoritairement des astéroïdes. Mais dans leur programme d'observation, au lieu d'observer directement des géocroiseurs, ils découvrent une comète. Une comète qui n'est d'ailleurs pas du tout proche de la Terre, non, elle serait plutôt proche de Jupiter. Cette comète justement décrit une orbite périodique proche de 200 ans, c'est-à-dire qu'il faut 200 ans à la comète pour qu'elle fasse le tour de son orbite. Il s'agit là de la 9e comète périodique découverte par le couple Shoemaker et David Levy. Elle est donc baptisée naturellement Shoemaker-Levy 9. Seulement, il y a un petit problème. Au lieu de décrire une trajectoire d'orbite elliptique normale, la comète a une trajectoire plutôt inhabituelle, comme si quelque chose la retenait. Au sein de l'Union astronomique internationale, on s'interroge, et comme Shoemaker-Levy 9 est proche de la planète Jupiter, on émet alors l'hypothèse que c'est Jupiter qui dévie la trajectoire de la comète. Et c'est finalement exactement ce qui s'est passé. Donc nous avons là 3 possibilités. La première, c'est que Jupiter attire la comète pour qu'elle reste dans son champ gravitationnel. Mais bon, c'est quand même peu probable vu que les comètes se déplacent à de très grandes vitesses. La seconde possibilité, c'est que Jupiter accélère drastiquement la vitesse de Shoemaker-Levy 9 pour qu'elle l'éjecte totalement hors du système solaire. Et je suis d'accord avec cette possibilité, n'est-ce pas ? Parce que c'est là où Jupiter fait tout son travail, c'est qu'elle renvoie les comètes dans leur pays. Comparé à notre Jupiter à nous qui préfère aller envoyer des mecs tabasser des manifestants.
Ok, super nul comme imitation, mais enfin bon. Et donc la troisième possibilité, c'est celle d'abord rejetée, puis finalement pas si débile que ça, c'est que Shoemaker-Levy 9 entre en collision avec Jupiter. En effet, les simulations par ordinateur ont montré que la comète passerait à moins de 50 000 km du centre de Jupiter. Or, le diamètre de la géante gazeuse mesure plus de 70 000 km. Donc, c'est inévitable, Shoemaker-Levy 9 entrera en collision avec la géante gazeuse en juillet 1994, soit 16 mois après sa découverte. Au sein de la communauté scientifique internationale, l'annonce de la possible collision entre ces deux corps célestes suscite un engouement énorme, car jamais auparavant les astronomes ont observé une collision entre deux aussi gros objets. Cette annonce a aussi suscité une attente de la part du grand public. Alors évidemment, on ne peut pas observer cette collision à l'œil nu depuis la Terre, mais on peut facilement la voir dans un gros télescope. Et évidemment, la plupart des gros télescopes spatiaux sont braqués sur Jupiter le jour de la collision. Par exemple, le satellite allemand Rosat est calibré pour observer l'événement au rayon X, tandis que Hubble, lui, est calibré à la lumière visible. Il y a aussi une sonde qui est bien mieux placée que tout le monde pour observer ce phénomène. Il s'agit de la sonde Galileo envoyée par la NASA en 1999 pour arriver vers Jupiter en 1995. Elle est donc plus près de Jupiter que n'importe quel autre objet. Au fur et à mesure que la comète s'approche de Jupiter, les forces colossales de marée la disloquent complètement, la fragmentant ainsi en 23 morceaux. On a donc le fragment A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P1, P2, Q1, Q2, R, S, T, U, V et W. Ça fait beaucoup de fragments. Le 16 juillet 1994 à 21h heure française, le fragment A entre dans l'atmosphère de la géante gazeuse et percute son hémisphère sud. En ce 16 juillet, la communauté scientifique internationale assiste à l'un des événements les plus attendus de toute l'histoire de l'astronomie. À bord de la sonde Galileo, les instruments de mesure détectent une énorme boule de chaleur de presque 24 000 degrés qui s'atténue peu à peu, mais qui sera détectée 23 fois. Chaque fragment de la comète va laisser un impact monstrueux sur la haute atmosphère de Jupiter. Les 23 fragments de la comète vont entrer en collision entre le 16 et le 22 juillet 1994, soit pendant presque une semaine entière. Chaque impact a créé des sortes de taches sombres bien visibles sur la haute atmosphère de la planète. Ce ne sont pas des tempêtes ou des cyclones comme la Grande Tache Rouge, ce sont des impacts de fragments. Et pour vous donner une idée de grandeur, voici la Terre en comparaison. Je vous laisse imaginer la monstruosité du machin. Les plus gros impacts des fragments mesurent près de 12 000 km de diamètre, c'est tout simplement gigantesque. Il y a un autre truc qui entre en jeu, c'est l'énergie libérée lors des impacts. Prenez par exemple en comparaison la Tsar Bomba, la bombe la plus puissante jamais créée par l'homme, larguée par l'Union soviétique en Nouvelle-Zambie en 1962. Le champignon atomique de l'explosion a atteint les 64 km de hauteur, et la puissance libérée est équivalente à 57 mégatonnes de TNT, ce qui fait 57 millions de tonnes. C'est évidemment énorme, mais comparé à la comète, c'est absolument rien. Shoemaker-Levy 9 a libéré une énergie équivalente à 6 tératonnes de TNT, soit 6000 milliards de tonnes. Si jamais Shoemaker-Levy 9 était entré en contact avec la Terre, ce serait l'apocalypse, purement et simplement, la fin du monde. Alors on remercie tous Jupiter qui a fait le sale boulot pour nous éviter un possible impact avec une comète. Cet événement reste encore à ce jour l'observation humaine de la plus grande collision entre deux objets célestes du système solaire. Cependant, il y a une question qu'on est en droit de se poser. Comment se fait-il que des si petits objets puissent laisser des impacts aussi gros sur les planètes ? En fait, c'est assez simple à comprendre et je vais vous le montrer en vous donnant une petite devinette. Quelle est la différence entre la Terre et un globe qui représente la Terre ? Le globe, ou ça peut être une balle de ping-pong, de tennis, bref, n'importe quel objet rond, c'est en plastique, c'est un matériau dur, et quand on le touche, il ne change pas. En gros, c'est rigide. La Terre, elle, est en aucun cas rigide. La Terre n'est pas sphérique parce qu'elle est particulièrement dure. Non, la Terre est ronde parce qu'elle tient par sa propre force de gravité.
Et comme je l'ai dit dans plusieurs épisodes, si vous étiez une sorte de dieu cosmique qui serait capable de puncher la Terre, eh ben la Terre elle partirait pas comme ça, non, elle se fragmenterait en milliers de morceaux. Et du coup, évidemment, ce serait la fin du monde. Et vous aurez des milliards de morts sur la conscience. Ah, je suis pas fier de vous, hein. C'est pour ça que des objets de quelques kilomètres de diamètre, non visibles à l'œil nu par rapport à la Terre, puissent radicalement changer la surface terrestre. Et évidemment, si on parle de la Lune ou d'une planète mineure qui entre en contact avec notre planète, et ben là elle se fragmente en plusieurs morceaux. Quoi qu'il en soit, l'impact des fragments de la comète Shoemaker-Levy 9 dans la haute atmosphère de Jupiter a fait prendre conscience au grand public des dangers des impacts d'astéroïdes ou de comètes avec des planètes. Mais rassurez-vous, une collision de ce type avec la Terre n'est pas prévue dans les prochains siècles ou millénaires. En revanche, les menaces que peuvent représenter ce genre d'événements ne justifient en aucun cas les mouvements de panique injustifiés basés sur des fake news. Et ouais, quand on parle d'impact d'astéroïdes, il y a malheureusement beaucoup de fausses informations qui circulent sur ce sujet sur internet. Et ce sera justement le sujet de la prochaine vidéo. Cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, n'oubliez pas que le silence éternel de ces espaces infinis nous surprendra toujours. À bientôt!